Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur le plateau de CCTV français pour cette nouvelle édition du journal. À la une, les prémices chaotiques des pourparlers de paix en Syrie, prévus pour vendredi, montrent le fossé qui existe toujours entre les parties directement ou indirectement impliquées dans le conflit. Ces pourparlers, destinés à mettre fin à une guerre civile qui a fait des millions de morts, pourraient s'effondrer avant même d'avoir commencé. Les invitations ont été envoyées et les préparatifs sont en cours aux quartiers généraux de l'ONU à Genève, où les premiers pourparlers de paix en Syrie depuis 2 ans devraient commencer. Mais l'Iran continue d'accuser l'opposition sunnite soutenue par l'Arabie saoudite de se comporter en terroriste. Le premier critère est que les terroristes, avec leurs nouveaux masques, ne peuvent pas s'asseoir à la table de négociation politique avec les représentants des autorités syriennes. Un sentiment partagé par les groupes d'opposition que les Russes voudraient inviter à la table de négociation qui disent qu'ils veulent participer malgré tout. Cette conférence, nous ne laisserons pas la place à l'autre délégation de Riyad qui est soutenue par l'Arabie saoudite. Alors nous sommes des laïcs syriens qui insistent sur l'identité laïque de la Syrie et nous participerons à cette conférence. Certains groupes veulent un cessez-le-feu avant le début des pourparlers, d'autres veulent que les Kurdes participent, et le gouvernement syrien insiste sur le fait qu'il ne fera pas d'autres concessions tant qu'il n'aura pas reconquis le territoire. Mais toutes les parties soutiennent le processus de paix qui a pour but de produire une transition politique pour la mise en place d'élections. Si les négociations continuent, l'ONU a l'intention de séparer les groupes dans différentes salles et jouer son rôle de médiateur, ce qu'on appelle des pourparlers de proximité. L'ONU prévoit des négociations sur 6 mois de façon à donner assez de temps pour obtenir un véritable compromis capable de mettre fin au conflit. La chef de la diplomatie européenne, Federica Mogherini, appelle les pays européens à travailler ensemble pour faire face à la crise migratoire. Comme l'Allemagne le dit si bien, pour faire face à la migration, la crise des réfugiés ou le terrorisme, nous devons nous doter de dispositions communes. Nous le ferons ensemble ou pas du tout. Pour la première fois dans notre histoire commune, l'Europe a besoin de nous. Et le paradoxe est que le moment où nous réalisons cette nécessité, nous la remettons en question. Ce qui peut être potentiellement destructeur parce que nous avons la machine, mais nous ne l'avons pas démarrée. C'est notre problème aujourd'hui. L'Europe est confrontée au plus important afflux de réfugiés depuis des décennies. Cela fait depuis des mois que des milliers arrivent tous les jours. La plupart fuient la guerre et la pauvreté au Moyen-Orient et en Afrique du Nord. Mogherini a critiqué l'absence d'une réponse commune. Elle a souligné que les pays non européens proches des zones de conflit subissent en premier lieu les conséquences de l'afflux des réfugiés. Et l'Europe ne montre pas l'exemple. Le président iranien est en France, seconde et dernière étape d'une tournée en Europe après l'Italie. Hassan Rouhani a rencontré le président français François Hollande au Palais de l'Élysée à Paris. Les ministres des Affaires étrangères des deux pays étaient présents lors de la rencontre. M. Rouhani a été reçu avec tous les honneurs de la garde nationale. Les deux présidents devraient superviser une cérémonie de signature d'une vingtaine d'accords bilatéraux. Le président iranien a participé à un forum d'entreprise où il a rencontré le Premier ministre Manuel Valls. Il a appelé de ses vœux une nouvelle relation avec la France, qui a déclaré que l'Iran a mis en place un plan de protection des investissements français dans le pays. M. Rouhani a déclaré à l'Institut français des relations internationales que le prix du pétrole n'allait pas demeurer bas pendant longtemps et que les producteurs allaient s'employer à restaurer l'équilibre sur le marché. Ce voyage en Europe est le premier du président iranien depuis la levée des sanctions internationales en relation avec le programme nucléaire d'Iran. Le président turc Recep Tayyip Erdogan cherche à changer la constitution du pays afin de transformer l'actuel système politique turc en un système présidentiel. L'action octroiera davantage de pouvoir au président. Ce dernier déclare cependant que le changement n'est pas motivé par une ambition personnelle, mais vise à assurer une stabilité politique. Nous pensons que le système parlementaire du pays est obsolète. Lors de la construction de la nouvelle Turquie, nous avons besoin d'une nouvelle constitution et d'un système présidentiel exécutif. Conformément à l'actuelle constitution, la présidence est cérémoniale. Le changement de constitution accordera de nouveaux pouvoirs exécutifs au chef d'État
Les partis de l'opposition se sont accordés sur le besoin de remplacer l'actuelle constitution, qui a été créée en 1980 par un coup d'État de l'armée. Mais ils craignent que le président Erdogan ne vise un règne personnel. L'actuel président dit que cette décision doit être prise par un référendum du peuple et non seulement par le Parlement. Selon un représentant de la sécurité au Yémen, l'explosion d'une voiture a provoqué la mort de 6 soldats et blessé 10 autres à un point de contrôle à l'extérieur du palais présidentiel d'Aden, dans le sud du pays. Le représentant a déclaré que l'attentat visait un convoi entrant dans le complexe et transportant le gouverneur d'Aden. Ce dernier s'en est sorti sain et sauf. La branche de l'État islamique au Yémen a publié une courte déclaration sur les médias sociaux indiquant qu'un combattant originaire des Pays-Bas avait mené l'attentat. Parlons maintenant de l'accès à l'éducation dans le nord-est du Nigeria. Il s'agit d'un grand défi dans la région depuis que l'insurrection de Boko Haram a spécifiquement ciblé l'éducation. Voici un camp pour déplacer dans le nord-est du Nigeria et on y donne des cours. Cela fait partie de la solution temporaire du président Muhammadu Buhari pour combler l'écart du niveau d'éducation dans la région. De nombreux enfants ici n'ont pas été à l'école depuis des années à cause de Boko Haram. Les militants sont connus pour faire des attaques dans les écoles et enlever des milliers d'enfants. Ils ont ciblé les enseignants et démoli les établissements. Ces écoles mobiles peuvent donc être considérées comme un lien vital à l'éducation. Elles sont en place depuis quelques mois. Depuis que les élèves ont commencé à prendre des cours ici, nous travaillons dur pour transmettre les connaissances. Nous voyons leurs capacités intellectuelles et la plupart d'entre eux travailler de très bonne manière. Ils apprennent vraiment et nous sommes contents de cela. L'un des défis majeurs, c'est la nourriture. Parfois, elle arrive en retard et cela n'est pas bon pour les enfants, mais pour le matériel, il est fourni correctement et nous en sommes satisfaits. Le niveau d'éducation est aussi un défi, même si le programme ici n'est pas différent du reste du pays, mais cela est compréhensible dans une région où il est estimé que près de 40% des enfants âgés entre 6 et 11 ans n'ont pas accès aux écoles. Le virus Zika est désormais présent dans plus de 20 pays d'Amérique. La chef de l'Organisation mondiale de la santé, Margaret Chan, indique que l'organisation va réunir son comité d'urgence lundi pour décider si l'épidémie doit être déclarée urgence sanitaire mondiale. Le niveau d'inquiétude est élevé, tout comme le niveau d'incertitude. Nous devons trouver des réponses rapidement à nos questions. Pour toutes ces raisons, nous avons décidé de réunir notre comité d'urgence. Le comité se rencontrera à Genève lundi 1er février. Madame Chan dit que l'OMS est très inquiète concernant le virus Zika, en raison de la rapidité de sa progression et de l'absence de vaccins ou de traitements. Elle parle aussi d'un lien possible entre ce virus porté par les moustiques et les problèmes rencontrés chez certains bébés à la naissance, comme des enfants nés avec une tête anormalement petite. Madame Chan dit que les responsables de la santé vont enquêter sur ce point. Le Brésil a le plus fort taux d'infection et la présidente Dilma Rousseff appelle les pays voisins à s'unir pour lutter contre le virus. Le Honduras dit avoir enregistré 1000 cas depuis décembre. Et les médias locaux rapportent que le ministère argentin de la Santé a confirmé son premier cas. Le bureau d'information du Conseil des affaires d'État a présenté à la presse le premier document de politique chinoise de l'année 2016. Dans ce document rendu public mercredi par les autorités est souligné l'importance de la réforme rurale et du développement de l'agriculture moderne. C'est également la 13e année d'affilée que le premier document issu par le gouvernement central traite du secteur agricole. Chen Siwen, vice-directeur du groupe pilote de travail sur le secteur rural, évoque l'importance d'une transformation plus rapide des modèles agricoles. Le plus important est de suivre les directives du 5e plénum du 18e comité central du Parti communiste chinois. Il s'agit des opinions contenues dans le 13e plan quinquennal pour un développement économique et social. Le plus important est de progresser vers un développement innovant, coordonné, écologique, ouvert et partagé dans le secteur rural.
Nous avons aussi besoin de suivre cette approche pour obtenir un développement durable et solide des zones rurales. Dans le document majeur émanant du comité central du Parti communiste chinois et du Conseil des affaires d'État, il est spécifié que la Chine appliquera de nouveaux concepts de développement pour atteindre une prospérité modérée dans les régions rurales. Dans ce même document, on appelle à améliorer la capacité de production dans l'objectif de garantir la sécurité et l'offre céréalière, tout en travaillant à réduire la différence de revenus entre les zones urbaines et rurales. Le document de politique souligne l'importance de l'innovation et de la réforme de l'offre dans le secteur agricole. Il met également en avant l'amélioration de la qualité des produits agricoles, le développement vert et le soutien aux travailleurs ruraux. Le document indique que la Chine va améliorer la qualité et la compétitivité de ses produits agricoles. Au moins 53 millions d'hectares de terres arables de haute qualité seront créés d'ici 2020. Ceci afin de garantir des gains de production stables. La Chine va également former les fermiers et accroître l'investissement dans les technologies agricoles. Le document fait également du développement vert et durable une priorité. Le soutien réglementaire et technologique protégera les ressources et améliorera l'efficacité. La Chine va également appliquer son système de lignes rouges et garantir que les terres consacrées à l'agriculture ne passent pas sous la barre des 120 millions d'hectares. Elle va également renforcer sa gestion des ressources en eau et surveiller étroitement les niveaux des nappes souterraines. D'ici 2020, la couverture forestière dépassera les 23% et les zones humides représenteront plus de 53 millions d'hectares. Une plus grande quantité de terres agricoles sera transformée en forêts ou pâturages. La Chine va également apporter un plus grand soutien aux travailleurs ruraux. Le gouvernement va aider les travailleurs ruraux à chercher un emploi et à ouvrir leur propre entreprise. La réforme du système d'enregistrement des ménages devrait permettre à 100 millions de travailleurs migrants d'obtenir le statut de résident urbain. Les services publics de base vont être étendus pour couvrir la totalité des résidents permanents des villes et offrir en particulier aux travailleurs migrants un accès à l'éducation et au logement. Les technologies font aussi leur entrée dans l'agriculture traditionnelle en Chine. Une chaîne d'approvisionnement plus efficace et de nouveaux modèles économiques devraient aider la vaste population rurale à tirer profit de la hausse de la demande en produits agricoles de qualité. Pour ceux qui ont grandi dans les grandes villes, savoir comment la nourriture est cultivée et produite n'est pas évident. Mais les jeunes mariés San Chuan et Erlian savent tout des secrets de ces graines de pain. Ils ont lancé une petite affaire à Beijing. Ils vendent en ligne des mets de qualité, comme des graines de pain et des myrtilles. Nous allons nous-mêmes dans la forêt, nous supervisons le processus de production dans son ensemble. En travaillant avec les fermiers, nous savons qu'il est très dangereux de grimper dans les pins, qui font jusqu'à 20 mètres, pour trouver les cônes de pain. Du fait de la longue chaîne d'approvisionnement, beaucoup de fermiers chinois sont sous-payés. Les profits les plus importants sont toujours encaissés par les négociants et détaillants. Nous ciblons les consommateurs qui sont prêts à payer davantage pour des produits de qualité. Par nos efforts de marketing, nous haussons la valeur de notre marque et la vente en ligne réduit beaucoup nos coûts. Maintenant, nous pouvons davantage payer les fermiers pour leur travail. San Chuan et Erlian espèrent que leur créativité et leur compréhension de l'Internet pourront aider davantage de fermiers dans le nord-est de la Chine. Ils font partie des nombreux jeunes Chinois qui rendent les produits agricoles accessibles en ligne. L'année dernière, le couple a vendu pour plus de 600 000 yuans de graines de pain et de myrtilles. Les recettes devraient exploser à 5 millions de yuans en 2016. Cette croissance exponentielle est possible grâce au boom des plateformes chinoises de e-commerce comme Jingdong, qui se vantent d'avoir 120 millions d'utilisateurs dans le pays. Jingdong tire profit de la croissance de la classe moyenne en milieu rural et pénètre maintenant loin dans les vastes marchés ruraux. Nous voulons fournir un service complet, avec même des prêts et des informations pour les fermiers. Notre réseau logistique fonctionne en continu. Il livre des biens de consommation dans les villages et transporte les produits agricoles dans les villes. Les fermiers peuvent maintenant augmenter leurs revenus en fournissant des produits frais et de qualité dans les grandes villes. Mais les acteurs du e-commerce veulent faire plus encore. Nous aidons des villages à Suqian, dans la province du Jiangsu, pour qu'ils créent leurs propres marques et magasins en ligne pour des spécialités locales et produits agricoles. Nous achèterons leurs produits à des prix raisonnables. Nous prévoyons d'établir une coopération à long terme avec les fermiers.
Les projets de JD.com sont partagés par d'autres géants de l'Internet. Ils ont tous la certitude que les technologies vont transformer radicalement le secteur agricole chinois. Le gouvernement chinois a dévoilé un projet de règlement très contraignant portant sur l'industrie des prêts pair à pair, ce qu'on appelle aussi le P2P. Et même si les règlements ne sont pas encore officiels, ils devraient bouleverser la façon d'opérer des sites. Le but est de diminuer les risques financiers et de mieux protéger les investisseurs. Plus de détails dans ce reportage. Les nouveaux règlements interdisent aux entreprises de prêts de P2P de s'engager dans 12 types d'activités, y compris les activités de base pour détenir directement des fonds et vendre des produits de gestion du patrimoine en ligne. Les plateformes P2P devront maintenant mettre l'argent de leurs clients dans des institutions bancaires reconnues et conserver leur propre argent séparé de l'argent de leurs clients. Liu Yao, la vice-présidente de la plateforme P2P Niwodai basée à Shanghai, a indiqué que son entreprise faisait déjà cela de toute façon. Selon les nouvelles directives, nous ferons quelques rajustements en ce qui concerne la divulgation de l'information. Il y aura plus de détails. Des données financières comme les défauts de paiement et les créances douteuses seront rapportées aux régulateurs chaque mois à un moment fixe. Nous le faisons depuis le début de toute façon. Le projet exige que tous les sites Internet P2P se rebaptisent comme étant des agences d'information sur Internet en matière de prêts. En plus du changement de nom, les entreprises devront réorganiser leurs activités. Le site de finance affilié à Alibaba, Jiao Caibao par exemple, dit qu'il ne vendra plus de produits de gestion de patrimoine en ligne. Mais le site fera plutôt suivre les demandes au site fund123.com, une autre plateforme financière. Les plateformes auront 18 mois pour se soumettre aux nouvelles normes ou devront tout simplement fermer leurs portes. Je pense que 18 mois, c'est largement suffisant pour restructurer les activités et respecter les nouveaux critères, parce qu'ils sont impliqués comme n'importe quelles autres banques. Donc, ils doivent suivre exactement les mêmes règles. Sinon, c'est ce qu'on appelle un arbitrage réglementaire. Le site de recherche Wangdaijudia a identifié presque 900 plateformes P2P ayant des activités considérées comme problématiques en 2015. C'est une hausse de 226% par rapport à l'année précédente. Les sociétés de paiement se préparent déjà à un remaniement majeur dans l'industrie. Je pense que l'industrie sera remaniée cette année. Ceux qui ne peuvent pas offrir de produits à valeur ajoutée ou qui vendent des services financiers vont fermer leurs portes. Les autorités réglementaires tentent clairement de redéfinir les activités des plateformes P2P en sites d'information plutôt que de véritables créanciers. Madame Liu de chez Niwodai pense que l'entreprise continuera ses activités cette année en développant de nouvelles activités. Étant donné le contexte, l'entreprise n'a pas vraiment d'autre choix. Lorsque vous achetez un ticket de cinéma aujourd'hui, vous faites bien plus qu'enrichir les grandes stars du grand écran. Comme plus de 70% des achats de tickets de cinéma sont maintenant faits sur Internet, les entreprises peuvent se servir des données amassées dans le processus pour en apprendre plus sur les habitudes de consommation des cinéphiles. Reportage. Capital Cinéma est l'un des cinémas les plus fréquentés de Beijing, mais peu de spectateurs choisissent d'acheter leur place au guichet. La plupart se rendent directement aux distributeurs automatiques pour prendre les tickets qu'ils ont déjà réservés en ligne. Pour quelle raison? Tout simplement parce que cela revient bien moins cher. Il y a un prix minimum pour chaque billet, mais les plateformes en ligne offrent un tarif beaucoup plus bas afin d'attirer davantage d'utilisateurs pour leurs services. Ils payent en partie pour les clients. C'est pourquoi près de 70% des tickets de cinéma sont vendus en ligne. La vente de tickets n'est pas la seule source de revenus pour les vendeurs basés sur Internet. L'Internet porte plutôt sur la collecte des informations sur les habitudes de consommation. Nous pouvons savoir quel genre de film attire le plus, quels personnages ou acteurs sont les plus populaires. Et à travers les commentaires des utilisateurs, nous pouvons analyser leurs habitudes de consommation. Toutes ces informations peuvent se trouver sous la forme d'un rapport très détaillé.
Ces données peuvent être utilisées à presque tous les niveaux de la production d'un film et même fournir d'informations aux conseils pour élaborer des stratégies marketing. Le rush de la fête du printemps a débuté ce week-end et ce sont près de 2,9 milliards de déplacements qui seront accomplis par le biais des transports publics durant cette période. Certains habitants rentreront chez eux en covoiturage. Reportage. Zhang Yu vit à Shanghai et comme d'habitude, compte visiter de nouvelles villes durant les vacances de la fête du printemps. Cette fois, il pourrait avoir de la compagnie cependant, alors qu'il vient de découvrir un nouveau service proposant de voyager avec d'autres personnes. Ce serait bien si je pouvais partager mon véhicule pour ramener les gens chez eux et gagner un peu d'argent pour les frais d'essence. Je ne m'attends pas à gagner beaucoup d'argent. Si l'argent peut couvrir 80% des coûts de l'essence, je serais très heureux. Le service a été lancé par la plus importante application de covoiturage de Chine, Didi Chuxing. Cela permet aux gens de poster et de réserver leur voyage jusqu'à 30 jours avant le départ. Les conducteurs et les passagers se choisissent l'un l'autre sur la plateforme de Didi. Le coût des voyages à courte distance, tel qu'allant de Shanghai vers Suzhou, est légèrement plus élevé qu'un ticket de train à grande vitesse, mais moins cher qu'un trajet à longue distance, comme de Shanghai à Beijing. L'entreprise est très optimiste quant à cette idée. Dans le passé, les gens achetaient des tickets de train, d'avion ou de bus. Mais que faire s'ils sont tous vendus? Cette année, nous fournissons une nouvelle solution. Nous estimons que davantage de personnes vont utiliser notre service à compter de dimanche et le début du rush. Jusqu'à présent, les principales réservations viennent de Beijing, Shanghai, Guangzhou et des grandes villes de second tiers. Mais est-ce que les passagers vont réellement payer pour ce service? Je vais tenter d'acheter un ticket de train d'abord. S'il y en a plus, j'essaierai cette application. Je pense que c'est un peu inhabituel de partager un véhicule avec un étranger. S'il y a des problèmes en matière de sécurité ou des différends, alors ce ne sera pas une bonne chose. Le ministère chinois des Communications a déclaré qu'il accueillait ce mode de partage de véhicules pour le pic de voyage durant la fête du printemps, à condition que les plateformes Internet le fournissent sans charger d'autres conducteurs ou passagers. Peu après la décision de la Chine d'autoriser les couples mariés à avoir un second enfant, le nombre de femmes enceintes ou qui pensent avoir un deuxième enfant augmente progressivement. À Taiyuan, la capitale de la province du Shanxi, dans le nord du pays, les médecins et les infirmières font leur possible pour répondre au nombre grandissant de patients. Nous sommes à l'hôpital de soins de santé maternelle et infantile de Taiyuan. Ici, les médecins déclarent avoir vu plus souvent que d'ordinaire des femmes enceintes venir pour des consultations. En raison de concepts traditionnels, de nombreuses femmes chinoises ont évité d'avoir un enfant l'an dernier, car c'était l'année du mouton. Avec l'arrivée de l'année du singe, on a constaté un nombre croissant de patientes enceintes et nombreuses sont celles qui ont un second enfant. À l'heure actuelle, chaque médecin traite quotidiennement un peu moins de 70 femmes enceintes, le double de l'année dernière. Et beaucoup de ces femmes enceintes affirment avoir constaté une foule plus nombreuse à l'hôpital. Je vois davantage de femmes qui ont un deuxième enfant. L'hôpital est rempli. Finir mon examen prénatal m'a pris la matinée complète. À l'hôpital, il y a foule. C'est difficile de prendre rendez-vous avec un médecin. Il faut vraiment venir très tôt le matin. C'est d'ailleurs la même chose au second hôpital populaire de Taiyuan. Les médecins constatent la même tendance. Environ 30% de nos patientes enceintes attendent un second enfant. C'est bien plus qu'avant. Face à cette hausse, dans de nombreux établissements hospitaliers, le service obstétrique fait appel à plus de personnel et ouvre davantage de lits pour accueillir les patientes. Ce que l'on peut faire maintenant, c'est mobiliser plus de personnes médicales pour garantir l'efficacité de notre travail et pour s'assurer que chaque femme peut mettre ici au monde son bébé en pleine santé. Nous avons ajouté du personnel pour les rotations de travail et mis à disposition davantage d'équipements de contrôle prénatal. Des lits supplémentaires ont également été ajoutés dans les services. Le bureau de la santé de la province du Shanxi estime qu'après la mise en place complète de la politique du second enfant, ouverte à tous les couples mariés, la province comptera en moyenne 100 000 nouveau-nés chaque année. Mais les médecins mettent aussi en garde contre les risques élevés de grossesse à un âge avancé.
Les femmes ayant plus de 35 ans et qui prévoient d'avoir un second enfant sont encouragées à consulter un médecin et à réaliser un bilan de santé avant leur grossesse. Rendons-nous dans le studio numéro 1 de CCTV, où les répétitions en costume de la soirée la plus populaire du paysage audiovisuel chinois ont débuté. Il s'agit bien sûr du gala de la fête du printemps, diffusé sur CCTV. Un large éventail de performances sont prévues. Reportage dans les coulisses à la rencontre des artistes. Le chant et la danse constitueront la majeure partie de la soirée de gala de CCTV. L'actrice Zhang Xin de l'ethnie Hui est la star d'une série télévisée à succès, mais pour l'occasion, elle présente un numéro de danse traditionnelle mettant en avant ses racines ethniques. C'est la première fois que je me produis devant tant de monde. Je suis donc très nerveuse. Je fais de mon mieux sur la scène et je compte bien promouvoir notre culture ethnique. Un peu plus loin, c'est ce duo expert en joutes oratoires et venu de la province du Shanxi qui revoit son texte. Miao Fu et Wang Shen connaissent le succès depuis 2014. Ils sont d'ailleurs reconnus pour leurs textes humoristiques émaillés d'éléments culturels traditionnels chinois et de références littéraires. C'est un défi créatif difficile d'écrire de nouveaux sketchs. En ce moment, nous travaillons à mettre davantage de références dans le texte pour le présenter à tous. Je pense qu'avec les répétitions, nous obtenons une réaction directe du public et ainsi nous pouvons améliorer notre performance par rapport à celle-ci. L'acteur et comédien chevronné Bai Kainan et ses partenaires Feng Gong et Xu Fan sont des habitués du gala annuel. Cette année, ils présentent un sketch comique dont le thème est la vie des personnes âgées qui restent chez elles. Les retours du public sont très positifs et je pense qu'on s'en est très bien sorti aujourd'hui. Nous avons joué ce spectacle à plusieurs dizaines de reprises, mais pour la scène du gala, il nous reste encore à ajuster certaines choses. Mais nous sommes certains que le succès sera là lors de la grande soirée. Depuis 1983, le gala télévisé de la fête du printemps de CCTV a lieu la veille de la nouvelle année lunaire. Cette année, il ne devrait pas faillir à sa réputation en offrant une expérience des plus divertissantes. Le gala sera diffusé en direct dans le monde entier lors de la soirée du 7 février. D'ici là, 5 répétitions générales auront lieu dans les studios de la télévision centrale de Chine. Et c'est la fin de ce journal. Merci pour votre attention et bonne suite de programme sur notre antenne.